Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une lectrice compulsive, ou plutôt, vous la connaissez peut-être sur son prénom, Annie. Et comme c'est son anniversaire, j'ai décidé de lire 3 de ses suggestions. Donc, j'ai fouillé dans ses recommandations. Il n'y avait pas beaucoup de choses disponibles avec la bibliothèque et on semble avoir fait des lectures très différentes. On n'a pas beaucoup de choses en commun. Donc, j'ai essayé de choisir les 3 livres que je pensais le plus aimer dans toutes ces suggestions. Donc, avant de commencer, je vous demande d'aller lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vous pouvez la trouver sur Instagram, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube. On souhaite tout le monde ensemble un joyeux anniversaire à Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. On commence avec celui de sa liste que j'avais le plus envie de lire. C'est un ouvrage que j'ai vu passer beaucoup là, il y a 1 an. Il y a eu une bonne petite un bon petit hype autour de ce livre-là, Demi-vie de Magali Laurent. Et je pense que c'est une trilogie. J'ai comme un doute là, entre 3 et 4 pour une raison obscure. C'est un livre pour la tranche d'âge Young Adult et c'est une science-fiction dystopie. Donc, moi, pour les science-fiction de ce temps-ci, on se fait du mal. Mais bon, hein, je me suis dit que j'aimerais ça savoir de quoi ça parlait. Puis il y a eu un moment où j'en lisais énormément, donc peut-être renouer avec ses premiers amours. Donc, le premier tome, c'est Rupture pour sauver la Terre, ils vivent à temps partiel. Donc, on est dans un monde post-apocalyptique, disons que tout allait vraiment mal. Puis là, ils ont décidé de faire en sorte qu'il y a un système où on vit notre vie à temps partiel. Donc, pour avoir assez de ressources pour tout le monde, tu dors pendant 1 mois, puis après t'es éveillé pendant 1 mois, puis tu dors pendant 1 mois, puis t'es éveillé pendant 1 mois. Donc, au final, dans une année, t'es éveillé 6 mois sur 12. Et durant ces 6 autres mois-là, c'est une autre personne qui est éveillée pendant que toi, tu dors. C'est pas, tu sais, elle prend pas ta vie, elle prend pas ta place, mais en tant qu'adulte, peut-être que vous avez la même chambre, ou tu sais, que vous avez des endroits communs. Donc, vous êtes comme un binôme, vous ne vous rencontrerez jamais. Le groupe A puis le groupe B, ben les gens du groupe A ne rencontreront jamais les gens du groupe B. On ne sait pas depuis combien de temps que ça fonctionne, ce système-là, depuis plusieurs années, indéniablement. Puis là, on va suivre Isia. Son nom, là, pas facile à lire dans ma tête, pas facile à dire non plus. Donc, Isia vient de passer le step entre l'enfance et l'adulte. La différence, c'est qu'avant, elle habitait avec ses parents dans le quartier des familles, puis elle avait pas besoin de payer puis pour tout ce qu'elle utilise, la nourriture, l'eau, l'électricité et tout et tout. Il y a comme un système de points une fois qu'on est adulte. Et on est aussi dans de la technologie très avancée, un clair écran qui est inséré dans la paume de nos mains, dans les lobes de nos oreilles, il y a comme des haut-parleurs, puis on peut regarder ça à longueur de journée. C'est un programme qui est bienveillant, qui est fait pour nous, tu sais. Donc, lorsqu'on est adulte, on a ça qui est inséré dans notre corps et on peut l'utiliser quand on veut, mais forcément, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte des points. Puis pour ramasser des points, ben, il faut aller travailler, il faut être dans la période d'endormissement lorsqu'on fait notre dodo de 1 mois de temps. Donc, il y a différentes manières de cumuler des points, mais c'est aussi comme ça qu'on les dépense, entre autres. Donc, Isia va faire le step entre l'enfance et la période adulte et elle va trouver ça vraiment particulier. On dirait qu'elle va avoir des doutes sur la raison puis pourquoi ce système-là est en place. Puis est-ce que c'est si bienveillant que ça? Et ce système-là de clair écran, les gens ont l'air complètement accros, ils oublient de manger, sont complètement séparés les uns des autres. Tu sais, tu peux avoir une table de 6 personnes, puis il n'y a personne qui se parle parce que tout le monde est en train de regarder son clair écran. Donc, tu sais, c'est un peu comme si une table de personnes était avec leur téléphone en train de regarder des choses différentes. Puis elle aime pas bien ça. Elle a comme un feeling que c'est moyennement bien. Tu sais. Et comme dans tout système ou dans toute bonne dystopie, ben, clamer que ce serait pas la 8e merveille du monde, c'est se mettre des gens à dos, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et c'est pas mal ça qui va se passer. On va suivre Isia dans la déchéance de ce programme-là. Le programme va vraiment commencer à prendre une drôle de tournure.
et ça va engendrer des choses pas très cool. Ça ira vraiment pas très bien. J'ai commencé à lire ce livre-là. Ça se lit, ma foi, assez bien. Ce sont des tout petits chapitres, donc je déroulais les pages. Puis j'avais assez de plaisir là, à lire. J'étais bien embarquée, j'étais bien installée là, dans ma lecture. La thématique, c'est abordée aussi de manière, en tout cas, j'ai envie de dire classique, dans le sens que pour le début, on réinvente pas les codes de la dystopie. J'avais l'impression qu'on avait un schéma narratif très clair, puis qu'on y allait, là, indéniablement de la bonne façon, mais aussi d'une façon plutôt naturelle. Donc, je ressentais pas qu'il y avait énormément de rebondissements, de revirements de situation, que j'étais ultra surprise. Ça me dérangeait pas tant que ça. Par contre, c'est pas un aspect qui me dérangeait, mais je ressentais que c'était pas nécessairement... ça sortait pas des chantiers battus, là. Ça me faisait penser à toutes ces dystopies que vous avez peut-être lu, que vous avez peut-être aimé, mais il y en avait une, en tout cas, qui me semblait plus proche de cet univers-là, mais j'arrivais pas nécessairement à mettre le doigt sur laquelle. Mais si vous connaissez peut-être la série Dollhouse, ça me faisait un peu penser à ça, un mélange de Promise d'Ali Conde, de Glitch de Heather Anastasiou. Donc on était vraiment un peu dans ces univers-là là, lorsque la science-fiction puis la technologie est vraiment ultra importante. C'est quoi donc l'autre aussi que je voulais mentionner? Delirium. Donc, tu sais, il injecte quelque chose dans le corps, puis la technologie est super évoluée. Donc, tu sais, dans ces zones-là de la dystopie, c'est à ça que ça me faisait penser. On suit aussi, comme je vous disais, le personnage d'Isia et quelquefois, mais très peu Driss. J'aime beaucoup cette alternance-là. J'aurais pris plus de chapitres de Driss. Il y a quelque chose par rapport à Driss à la fin qui m'a surpris, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une twist qui est en dessous de la twist par rapport à ça. Je suis pas vendue là-dessus. On verra bien, mais il y a quelque chose qui se cache en dessous de cette révélation-là sur Driss. Mais sinon, Isia, j'aimais bien la suivre. J'avais pas nécessairement d'attachement très fort pour elle, mais j'aimais bien la suivre et je trouvais ça... Tu sais, je m'inquiétais un peu pour elle, là. Tu sais, j'étais dans ses inquiétudes, puis dans le fait que ça allait pas super bien, puis qu'elle voit autour d'elle que ça allait pas super bien. C'est une protagoniste que j'ai aimée, pas de manière viscérale, là, à m'en rendre complètement... je sais pas, là, à l'envers, mais tu sais, quand même. Puis ça faisait en sorte que je voulais quand même tourner les pages petit à petit dans ce livre-là, malgré que j'aurais vraiment aimé être plus investie. Puis je sais pas c'est quoi le facteur wow qui me manque ou qui m'a manqué pour que ça soit comme un page turner. Je sais pas, j'ai pas mis le doigt dessus, mais il me manquait là, un petit facteur, là, un petit poudre de sel, je sais pas, là, quelque chose de magique dessus. Je dois quand même dire que, rendu vers la fin, là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est une belle dystopie, j'aime ça, classique et tout. Est-ce que je vais lire le deuxième tome? J'étais pas certaine que c'était quelque chose que j'avais nécessairement besoin. Mais tout a changé dans l'épilogue, c'est même si ça s'appelle le dernier. Oh mon Dieu, que j'ai une mémoire de poisson. C'est bien ça. Tout a changé dans l'épilogue parce que on a pris une autre direction. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est la fin du tome, là. Mais disons que je m'attendais pas à cette finale-là. Et ce lien et cette ouverture-là m'intéresse vraiment beaucoup. Je veux lire le deuxième pour savoir qu'est-ce qu'elle va exploiter exactement de ce filon-là. Ça m'a mis la puce à l'oreille et ça m'a donné envie d'en savoir plus, chose que j'étais pas certaine qu'elle allait arriver là, une couple de pages plus tôt. Donc, ma foi, contente et encore plus curieuse. Ma deuxième lecture, c'était Pour le temps qu'il me reste de Sandra Lemire-Wolf. C'est un livre qui aborde une thématique assez particulière. C'est une femme de 35 ans qui travaille en architecture, qui apprend qu'elle est atteinte d'un cancer incurable. Donc, on n'a pas énormément d'informations sur ça, mais c'est pas très positif. Disons que elle vient d'apprendre qu'elle va mourir très très rapidement. Donc c'est sa réaction à tout ça par rapport à ses proches, par rapport à ce qu'elle veut faire de
sa dernière année de vie. Il n'y a pas cette dimension-là de temps fixe, mais tu sais, si je vous disais qu'il vous restait à peu près une année à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Puis c'est pas mal ça qu'est le livre. C'est une thématique assez particulière, que j'ai pas lu beaucoup, mais qui est difficile dans le sens que comment on réagirait nous-mêmes à une telle révélation, tu sais. C'est un livre qui me fait beaucoup penser au livre Je veux vivre de Jenny Donham. Et il y avait des similarités dans les deux ouvrages. Il y avait une différence par rapport à l'âge des protagonistes, parce que dans Je veux vivre, c'est une fille de 17 ans, si je me trompe pas, ou en tout cas au plus vieux 17 ans. Puis ici, on a quand même affaire à une femme établie, 35 ans. Donc on n'est pas dans la même perspective, et pourtant, j'ai trouvé que oui. Puis là, ça m'a comme enclenché un moment de réflexion personnelle. Puis j'ai pas trouvé encore la réponse, à savoir qu'est-ce qui différencie le fait que je trouve que des actions sont bien portées par un personnage de 30 ans versus des actions qui semblent pas bien portées par un personnage de 30 ans. Dans le sens que j'avais tout le temps l'impression qu'elle était beaucoup plus jeune que ça. Je savais que c'était une travailleuse, tu sais, qu'elle avait un travail, donc tu sais, ça se pouvait pas qu'elle soit si jeune, qu'elle ait 17 ans en étant architecte. Mais j'avais tout le temps l'impression, mon cerveau était tout le temps en train de se dire, ça, c'est des actions de jeunes adultes et non d'adultes trentenaires. Puis ça fait une couple de fois que ça m'arrive avec la littérature, surtout dans des genres plus contemporains qui se veulent humoristiques ou fin de vie ici. Et je sais pas ce qui fait la différence, mais je trouve ça bizarre et dérangeant. Parce que je suis pas complètement investie dans le livre lorsque je la trouve immature alors qu'elle est plus vieille que moi. Tu sais, ça, c'était inconsidérable. Je pouvais pas croire qu'elle était plus vieille que moi. Donc ça a été un élément un peu particulier. Sinon, ça se lit bien, tu sais, malgré la grosseur de ces livres-là. Au début, j'embarquais. C'est sûr que l'aspect médical, pour moi, c'est pas facile à lire, surtout pas en période de pandémie. J'en ai vraiment assez de le voir partout. Mais sinon, ça se lisait assez bien. Il y a des moments qu'on est parti un petit peu en digression philosophique. Là, j'ai un petit peu moins accroché. On part avec elle sur un 10 scènes, elle dit à personne, puis elle s'en va où est-ce qu'elle veut aller faire ce qu'elle a toujours rêvé de faire. Il reste quand même beaucoup de questions par rapport à ce qu'elle a, en termes de maladies incurables, mais aussi en termes de temps. Et on dirait que le diagnostic est arrivé, elle s'épuise un petit peu au fur et à mesure, donc il n'y a pas de traitement qu'elle fait, il n'y a pas de combativité. Puis ça aussi, on dirait que c'est un peu choquant parce que on a l'habitude des personnages qui font tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Et c'est quand même demandant, tu sais, au niveau personnel, au niveau comme physique, au niveau mental. Puis elle a vraiment pas cette approche-là, puis je sais pas si c'est parce que c'était pas possible. Tu sais, on aborde vraiment très peu ça une fois que le premier chapitre est terminé. Donc, ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais ça a été une lecture que je suis pas certaine où est-ce que je me place par rapport à ça. Ça n'a pas été un grand coup de cœur, ça c'est définitif que non, mais tu sais, je ressens pas nécessairement que c'est une déception. En fait, ce que j'aimerais, c'est trouver un livre qui aborde un sujet comme ça, avec une protagoniste de mon âge, et qui me le ferait vraiment vivre, que j'embarquerais à 100% et que je croirais qu'une telle réaction, que des tels comportements, des telles actions soient possibles. C'est un livre qui m'a fait réfléchir, mais pas nécessairement de par ce qu'il est, de plus que par ce qu'il dit. Et on va voir ce que l'avenir me réserve par rapport à mes lectures. On enchaîne tout de suite avec la troisième et dernière lecture que j'ai faite pour l'anniversaire d'Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Et c'était mon premier tabou. J'ai lu Celle de trop de Joanie Touchette. Joanie Touchette, par contre, je l'avais déjà lu dans son livre publié avec Luzerne Rousse qui se nomme Jusqu'à lui. J'avais aimé son écriture dans le temps. Il y avait certaines petites choses en lien avec comment on abordait le physique, comment on abordait l'estime de soi qui m'avaient déplu. Puis là, je me demandais si c'était juste une circonstancielle de ce roman-là, alors je la réexpérimentais avec Celle de trop.
Je sais par contre que la collection des tabous, c'est pas nécessairement pour un public de mon âge. C'est un livre pour un public que la moitié de mon âge. Donc 14 ans et plus. Donc, celle de trop, c'est l'histoire de Éléonore, qui a une jumelle identique qui s'appelle Cass. Cassandra? Cassiopée? Cassiopée. Et elle a l'impression que tout ce que Cassiopée fait est merveilleux, incroyable, encensé par ses parents. Et tout ce qu'elle fait, c'est un échec, c'est de la merde, c'est pas bon, ça vaut pas la peine, c'est jamais assez. Donc il y a comme une forte compétition entre les deux enfants, entre les jumelles. Elle vient d'apprendre qu'elle doit recommencer son secondaire 5. Et sa sœur s'en va au cégep dans un programme médical prestigieux. Donc ça, c'est un peu comme le coup qui vient faire encore plus mal pour démontrer qu'elle est vraiment un échec, que sa vie est vraiment pas réussie et qu'ils ont tout à fait raison d'être pas fiers de elle, t'sais. Au-delà d'être un livre qui parle d'un enfant qui est favorisé ou une enfant qui est favorite, ouais, ça se dit, on dirait que c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un livre qui aborde que les deux parents sont complètement déconnectés un peu de leur rôle de parents et il y a de la violence psychologique envers Éléonore. C'est au-delà de juste comme donner des faveurs de plus à un enfant, c'est vraiment une diminution d'un enfant avec ses mots, avec des gestes. C'est beaucoup plus brutal d'un certain sens que ce à quoi je m'attendais. Donc au début, j'étais vraiment choquée par les mots, par les situations, par comment les parents répondaient. C'était au-delà là, juste d'un favoritisme, c'était vraiment de la méchanceté pure et dure. Et d'un autre côté, il y avait un parent qui c'était plutôt pas de l'ignorance, mais tu sais, il s'en fout, là, ça passe par-dessus sa tête, il est pas là, il est absent, de toute façon. Donc, c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et là, il y a comme eu une tournure, il y a un personnage qui veut aider Éléonore. Et c'est là que ça s'est gâché un peu pour moi. Pourquoi? Parce que ce personnage-là se veut être le sauveur. De un, c'est pas dit explicitement comme ça, mais c'est quand même ça. Puis là où elle le repousse à plusieurs reprises et de manière assez franche, il revient toujours, il la lâche pas, et même si peut-être que son cœur dit autre chose, mais sa tête dit la chose qu'il entend, ben, j'avais comme un petit problème avec ça. Et je voyais très bien que le but était que ça devienne aussi le potentiel amoureux, et j'avais quand même un autre problème avec ça. Parce que une relation amoureuse devrait partir et être sur une base équitable. S'il y en a un qui est le sauveur de l'autre, on part pas dans une relation égalitaire, on part pas dans quelque chose de sain, selon moi. Là. C'était vraiment, ça me titillait tout ça. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Donc ça, malheureusement, ben là, en ayant ces pensées-là, en me disant ces choses-là, disons que la fin s'en aller là. J'ai pas adhéré à ces concepts-là, malheureusement. L'autre petite chose, c'est qu'il y avait vraiment des concepts de morale et des concepts de philosophie, là, de vie, des grandes lignes de vie, de développement, de croissance personnelle que notre cher sauveur, lui, garoche tel celui qui sait, là, cher universitaire qui sait tout. Et je dis ça de même, je m'excuse de mon ton, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai vraiment pas aimé l'approche qu'on lui a donnée, le mandat qu'on lui a donné, tu sais. Je comprends pas. Tu sais, Éléonore, elle a une estime de elle vraiment très très basse, due à un milieu familial ultra difficile. Puis je comprends les bonnes intentions de ce sauveur, de ce personnage incroyable, héros, tu sais, de vouloir lui dire non mais ta confiance part de toi, ne laisse personne d'autre t'atteindre. Et c'est fondamentalement bien vrai, mais c'est pas avec lui qu'elle va faire ce processus psychologique-là. Et c'est pas en garochant ces belles phrases à l'eau de rose. En tout cas, je sais pas ce qui m'a dérangé là-dedans non plus. Fudge! J'ai ça lorsque ça m'arrive. Disons que j'avais des problèmes à trouver ça réaliste. Je comprenais pas le chapeau qu'on voulait lui faire mettre.
le chapeau du pédagogue, le chapeau du psychologue, le chapeau du sauveur, alors que j'aurais préféré qu'il ait tout simplement le chapeau du potentiel amoureux et qu'il soit présent pour elle sans vouloir être le sauveur de sa situation. Si je peux vous donner un exemple, parce qu'il y en a un qui me vient en tête, et c'est là aussi que ça s'est choqué dans ma tête, parce qu'il y avait un exemple positif, une corrélation qui fonctionnait avec un personnage qui avait des enjeux, mais là c'était pas familiaux, mais c'était personnel, et c'est Antonin de Samuel Champagne. Parce que dans Antonin, il va rencontrer un gars qui est vraiment intéressé envers lui, et lui est vraiment intéressé envers ce gars-là. Et c'est vraiment séparé, là, les deux trucs. Son début de relation naissante et ses enjeux psychologiques, ses réalités, sa détresse, c'est comme they are apart, ils sont pas ensemble. Et c'est beaucoup plus sain selon moi, parce que même s'ils sont pas ensemble, Antonin repousse le personnage parce qu'il est pas prêt au niveau psychologique à faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Il peut pas lui parler de ce qui se passe, un peu comme elle, mais c'est pas lui qui fait comme qui se prend pour son sauveur. Ça va venir d'autres situations. Il va avoir de l'aide psychologique qui va arriver éventuellement. Et on dirait que c'est là que ça m'a dérangé de donner ce chapeau-là à ces personnages-là avec toutes ces responsabilités-là. Et si c'est lui qui t'a aidé à sortir d'un endroit si dark que, tu sais, que creuser pour percer ta coquille, pour t'extirper de là, on dirait que ça pouvait pas être une relation amoureuse saine qui passe sur des bases égales suite à ça. On dirait qu'il y a comme toujours même elle le mentionnait que c'était comme son héros, son sauveur. Ça part pas sur des bases saines. Puis c'est ça qui m'a dérangée. Fait que je m'excuse pour tout ça. Oh. Oh, absolument, il y en a un livre qui que j'aime un peu moins là, dans ces vidéos-là, puis pas deux, puis là je me sens ultra mal. Je veux que vous sachiez que je l'ai choisi, j'essaie de choisir des livres que je pense que je vais apprécier, parce que il y a rien de fun à comme lire des livres en pensant que je vais les détester pour l'anniversaire de quelqu'un, c'est pas ça le fun. Mais, point positif, j'ai lu Demi-vie de Magali Laurent et j'ai beaucoup apprécié. Mais je suis une vieille grumpy salaire, puis il y a des thématiques qu'il faut qu'elles soient abordées d'une certaine façon pour moi. Puis je sais même pas pourquoi, parce que tu sais, c'est deux trucs, ce sont deux livres qui ont des réalités qui ne sont pas les miennes. Ça m'est pas arrivé. Et ça, non plus, ça m'est pas arrivé. Et le chum psychologue sauveur, non plus, il est pas psychologue, là, il est étudiant en éducation. Mais tu sais, il se prend pour un psychologue. Ça m'est pas arrivé non plus, donc je sais pas pourquoi je suis si picky avec ça. Mais c'est ça qui est. J'espère que tu vas passer un bel anniversaire, Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Allez vous souhaiter un joyeux anniversaire, vous autres aussi. Puis, en espérant que je sois un petit peu moins grumpy la prochaine fois. Oh là là, mais merci de m'avoir fait découvrir ces lectures-là. Puis, on apprend à affiner nos goûts au fur et à mesure de nos lectures et on devient de plus en plus difficile aussi, c'est ça l'affaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo. Je publie une vidéo assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.